Bonjour Sarah et merci d'avoir répondu à mon invitation pour faire un bilan de toute la saison de cette 10e saison de la Villa des Cœurs Brisés à deux voix. Parce que pour ceux qui connaissent pas Sarah, elle a un podcast qui s'appelle Chit Chat Podcast et elle débriefe plein d'émissions de télé-réalité et notamment la Villa des Cœurs Brisés. Et j'avais envie de faire ce bilan avec toi déjà parce que j'adore tes analyses et aussi parce que c'était la première fois que tu regardais assidûment la Villa des Cœurs Brisés et donc j'avais envie de voir, enfin qu'on partage nos regards de moi qui suis une téléspectatrice un peu plus habituée et qui ai aussi un certain attachement peut-être un peu affectif à cette émission et toi qui es venu un peu avec un regard neuf et pas encore peut-être désabusé ou déjà trop formaté par les codes de cette émission et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait garder de cette saison et aussi qu'est-ce qu'on imaginait pour la suite. Parfait. Merci pour l'intro, Juliette. T'as tout présenté, c'est génial, j'adore. Du coup, on va commencer tout de suite avec notre top 3 des moments marquants de la saison. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse toutes les deux notre 3, 2, 1. Et si tu Ok, les as pas classés en 1, 2, 3 et que tu as fait genre un top 3, c'est pas grave, quoi. On en fait un l'une après l'autre. ok. L'idée, c'est pas forcément que ça soit des moments positifs, parce que ça aurait été difficile d'en trouver 6, sinon, je pense, pour toute la saison, mais des moments qui vraiment nous ont marqués ou ont marqué, enfin, d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins grande échelle, cette saison. Bon, c'était difficile d'en choisir que 3, franchement, parce que chaque semaine, je pense, avait un peu son lot de dingueries. Mais du coup, je commence avec mon numéro 3. Pour moi, c'était la dispute entre Gianmarco et Giovanni. Alors, on remonte Hmm. à plusieurs semaines en arrière. C'était au moment où Gianmarco et Mélanie s'étaient embrassés, mais ils savaient pas trop ce qu'ils allaient faire tous les deux. Enfin bref, c'était un peu le bordel. Et il y a eu un feu de la vérité où on a vu une image de Mélanie qui se faisait masser par Giovanni. Et Gianmarco a réagi très violemment contre Giovanni en lui disant mais ça se fait pas. Et c'est là qu'il a sorti sa fameuse phrase je ne suis pas un pigeonne. Et Oui. ce que j'ai aimé en fait dans cette dispute, c'était que d'habitude c'est vraiment le genre de clash qu'on voit entre deux femmes. Et pour une fois, ça a été interprété par deux mecs qui qu'on pourrait nous présenter comme des mecs assez sûrs de leur virilité, etc. et qui seraient plus des membres actifs du boys club et moins à s'attacher à ce genre de détails-là. Et du coup, j'ai bien aimé en fait vraiment ce qu'a initié Gianmarco et globalement, j'ai choisi aussi ce moment-là parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'a apporté Gianmarco, qui était parfois problématique, mais qui était un peu neuf, je trouvais. Et du coup, j'ai vraiment apprécié ce moment jusqu'à même, il a fait ses valises, il a quitté la chambre parce que c'était impossible pour lui de partager encore la chambre avec Giovanni suite à cette trahison qui était appliquée de la crème solaire à Mélanie. Et ouais, ça m'a vraiment, j'ai trouvé en fait tout ce moment assez anecdotique, pardon, et en même temps très rafraîchissant. J'en ai beaucoup parlé au début de Gianmarco et j'ai vu que tu en avais énormément parlé dans tes débriefs et que tu avais été endeuillé de son départ de la Oui. villa. Et je pense que tu as soulevé un excellent point dans tes débriefs qui est que Gianmarco, c'est sa première télé-réalité en France. Alors, en Italie, il a l'air d'en avoir fait vraiment, je sais plus, une vingtaine, une trentaine. Mm. Mais je pense que notre direction artistique locale est très intense et je pense qu'il n'avait pas conscience de là où il allait mettre les pieds, qui s'est vraiment retrouvé au milieu du cirque Pinder, quoi. Mm. Et du coup, sa fraîcheur par rapport à tout ça, tu vois, moi j'ai adoré. Et effectivement, le Je ne suis pas un pigeon, c'était le titre d'un de mes épisodes parce que pour moi, c'est la punchline de la saison. Clairement. C'est la meilleure. Mon numéro 3, c'est alors je vais commencer par essayer de donner un. Je vais aller du positif à positif négatif et mon top 1, restez bien accrochés, ce sera vraiment mon trauma ad vitam aeternam de cette saison. Mon top 3, c'est. Je ne sais pas si c'est un moment ou une évolution, mais en tout cas, c'est un personnage que j'ai adoré suivre dans cette saison. C'est Clarisse. Clarisse, qui, je dois le dire, au début de la saison, bah, en fait, je me disais, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais c'est la pote de Maïsan, quoi. Mm. Je trouvais qu'elle avait une aura un peu, si je peux me permettre, excusez-moi, hein, c'est la première télé-réalité du groupe La Villa là, que j'ai regardé, mais un peu personnage secondaire. Et je trouve qu'elle a énormément évolué, énormément pris sa place à l'écran. Je trouve aussi, et c'était quand même le concept de base, et moi je croyais que je venais regarder cette émission pour ça, mais qu'elle avait un intérêt très manifeste pour son coaching. C'est vraiment la seule en fait qui en reparlait après
aux confesses, etc. Et d'ailleurs, dans le débrief là, de Lucie, le tout dernier épisode, Lucie lui a quand même dit toi, t'es venue, t'étais à fond pour ton coaching et tout. Et ça m'a sidéré que Lucie fasse cette observation dans le sens où ça devrait être la base, le critère numéro 1 du cast, mais ça ne l'est absolument pas. Et j'ai adoré l'évolution de Clarisse. Et alors, je sais pas si c'était dans tes tops ou pas, donc je vais pas spoiler, mais j'ai beaucoup parlé de ce qui m'a par contre énormément dérangé dans cette saison, peut-être. C'est difficile de classer parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont dérangé que je peux pas dire qu'il y a un truc qui m'a plus dérangé, voilà. Mais typiquement, la dynamique Patrick-Clarisse, elle Mhm. était Je vais en reparler dans lunaire. mon top 3. Ok, donc je ne spoil pas, mais je pense qu'on est très alignés, voilà. À l'air de, on s'éduque sur le consentement de diffuser ça sur TF1, c'est une dinguerie. Mais pour ne pas, voilà, rentrer sur ton sujet à toi, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est la proposition en termes de personnage qui était Clarisse et le fait que elle n'aille pas dans les codes habituels de télé-réalité. En fait, elle n'a pas intériorisé certaines dingueries du milieu de la télé-réalité et c'est un peu une chance. Je pense qu'elle sait se protéger quand même intérieurement et que ça va au-delà de son coaching et que en fait, elle a été très ferme sur son nom. Elle n'est pas allée chercher sa séquence, elle n'est pas allée chercher sa happy end. La narration ou la prod, de manière très dérangeante, voulait l'emmener, mais je pense que tu en reparleras. Et ça, j'ai bien aimé. Et j'ai aimé qu'en fait, elle reste à l'écran malgré cela. J'ai aimé qu'elle ne soit pas shadowban par le montage parce qu'elle ne rentrait pas dans le narratif que la prod et Patrick, clairement en complicité, avaient prévu. Et je trouve que ça, c'est moi, une once de positivité au milieu de ce Beans, c'est que on termine la saison avec une meuf comme Clarisse qui a dit non, c'est non. Il est allé au-delà de ma limite, il n'y a pas de négo possible. Et c'est resté un des personnages les plus appréciés du public. Et c'est ça aussi qui m'a plu dans cette évolution-là. Donc, ouais, c'est, je pense, mon personnage préféré de la saison en termes d'évolution et de ce qu'elle incarne en 2025. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour le fait qu'elle soit restée dans la lumière malgré son nom, je pense que c'est parce qu'elle a déjà fait 4-5 ans de télé et qu'elle a un peu Mm. cette expérience et que les gens savent qu'elle est extrêmement appréciée, les productions savent qu'elle est appréciée, qu'elle a pu rester malgré ça. Parce que sinon, je pense que ça aurait peut-être été différent pour elle. Peut-être qu'elle aurait eu un bracelet doré un peu anticipé aussi. Oui, les fameux bracelets, ça a été ma grande découverte. Mais moi, naïvement, je pensais que c'était un outil de coaching. On était Pas du tout. vraiment sur le chassé-croisé de la prod. C'est Maxence qui a un bracelet doré parce qu'il donne rien à l'écran, mais Clarisse qui n'a pas un bracelet doré parce qu'elle donne à l'écran. Maxence, je l'adorais, mais juste, il donne rien à l'écran, au sens où la prod n'arrivait pas à l'emmener là où il voulait, quoi. Oui. Là où elle voulait. Et du coup, tu m'as fait une bonne transition pour mon top 2, Ouais. enfin mon numéro 2, qui était pour moi le moment vraiment où Clarisse pose ses limites à Patrick. Moi, je connaissais bien Patrick, puisque je l'ai déjà subi la saison précédente et la saison précédente, parce que c'est la troisième année de suite qu'il vient dans la villa. Le monsieur est un J'adore comme tu habitué. dis suivi et pas subi, quoi. J'ai Oui. adoré que tu dises suivi et pas suivi. J'aime beaucoup. Ben voilà, Patrick, je ne le supporte plus. Je pense que c'est pas mon candidat que je déteste le plus parce qu'il y a Vincent Queijo qui arrive encore avant, je pense. Mais Patrick, je peux plus me le voir. Et Clarisse, c'est une de mes préférées. Donc quand Patrick est arrivé et qu'ils ont essayé d'installer cette dynamique de friends to lover, on est amis, on va essayer de voir s'il y a plus qui peut se dérouler et tout, j'étais là, mais non, mais c'est pas possible, mais faites pas ça. Enfin, ça me rendait vraiment folle, quoi. Et le fait que elle s'est un peu lancée dedans parce que bon, c'est quand même son taf et je pense que peut-être naïvement une part d'elle y croyait un peu, enfin se disait allez, on peut tenter un truc enfin ouais, pour les caméras et tout, on sait pas et que au bout d'un moment, elle s'est dit non, c'est pas possible et qu'elle ait tenu son nom malgré l'insistance de Patrick, de la production, de tout le monde sur le tournage en fait, qui jusqu'à leur prendre cette chambre en commun pendant leur voyage alors que clairement, elle avait dit que ça ne l'intéressait pas et que je trouve ça quand même assez. Enfin, je pense que niveau droit du travail, tu vois, elle aurait pu à un moment dire j'appelle mon avocat, c'est pas possible ce que vous me proposez, quoi. Et elle a tenu en plus avec une posture qui est. euh, je dis pas qu'il faut garder le sourire quand tu dis non et qu'on insiste, mais à la télé-réalité, si tu veux être bien vu, il faut pas trop t'énerver quand même. Et elle a eu l'intelligence et les ressources aussi de réagir de manière à ce qu'on ne renverse pas la situation comme on a pu le faire souvent avec Emine et Maïsan, ou comme Maïsan devenait trop agressif, c'était elle le problème.
elle a réussi en fait à déjouer un peu tous les obstacles qu'on avait mis pour qu'elle finisse par céder. Et céder n'est pas consentir, pour finalement vraiment s'en tenir à ces limites-là. Et c'était à la fois alarmant de voir à quel point personne n'était prêt à écouter son nom. Et encore une fois, bah, du coup, je rejoins vraiment ton point de c'est agréable. Enfin, on se dit un peu, mais enfin qu'on nous montre ce type de profil à la télé en 2025. Il était temps. Et pourquoi est-ce qu'on n'en a qu'une seule? Et pourquoi est-ce que toute la saison, on nous a dit que c'était elle un petit peu la paria du groupe qui savait pas draguer, etc. Parce qu'elle était quand même venue avec toute cette histoire de ouais, Clarisse, c'est la bonne copine, elle est gênante, etc. Elle sait pas draguer les mecs. Oui, en même temps, c'est la seule qui donne un bon exemple, enfin, qui arrive à donner quelque chose où on se dit, tiens, bah, c'est bien qu'il y ait ce modèle-là à l'écran. Donc, vraiment, merci Clarisse pour ta présence. Elle a une bonne évolution aussi pour les gens qui la suivent depuis longtemps, parce que c'est l'ex de Greg quand même. Elle est sortie avec beaucoup, beaucoup de tocards de télé, et notamment Giovanni. Et là, il y a un vrai changement. Et moi, je pense aussi, pour finir, que si le coaching de Clarisse a aussi bien marché, c'est elle avait commencé, en fait, avant de venir, à réfléchir à sa problématique, à vraiment se questionner elle-même, et que le coaching, il est juste venu un peu lui donner l'autorisation de choses qu'elle pressentait déjà un petit peu. Et en tout cas, c'était vraiment, pour moi, elle m'a sauvé la saison. Autant de Gianmarco, il est venu amener un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, un peu d'humour, autant Clarisse, elle a apporté le truc où tu t'es dit, il faut que je regarde jusqu'au bout pour être sûr que euh, que Clarisse soit respectée, en fait, tout simplement. Elle m'a un peu tenue grâce à ça. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et c'est vrai que je repense du coup à mes premiers reacts et ça m'a rendu assez zinzine que tout le monde étiquette Clarisse comme quelqu'un qui ne sait pas draguer alors qu'en fait elle avait juste un comportement normal de date et qu'elle n'était pas dans une... Mais vraiment, tu prends Mm. n'importe quel date Tinder, c'est exactement comme ça que ça se passe et ce qu'il trouvait un peu gauche de sa part, c'est juste qu'en fait elle était Spontanée. naturelle. Ouais. Exactement. Et que du coup, ben, elle forçait pas avec les gens avec qui ça fitait pas. En fait, on lui en voulait de pas matcher avec tous les gars qu'on lui foutait sur une pirogue à 2 pas de la villa, en fait. Alors que juste, c'est une humaine consciente de ses émotions et de ses sentiments, et puis surtout qui n'a pas, encore une fois, intériorisé les normes de séduction de télé-réalité qui sont chasseur-cueilleur, Mm. homme chasse, femme écueillie, hétérosexualité lente et tout le monde est content et les prods continuent à signer des trucs avec TF1 et M6 quoi. Et en fait, je suis assez épatée de son évolution et surtout là en découvrant son track record, Mm. quelle chance vraiment elle a eu de sortir avec toutes ces merveilles. Et du coup, en transition, mon top 2 à moi, c'est le coaching de Lisa Marie. Donc, comme chacun sait, qui elle aussi sort avec actuellement une merveille, ou sort ou sortait, on ne sait pas trop. Mais donc, en fait, le cas de Lisa Marie m'a intéressée tout au long de l'aventure, dans le sens où, bah, dès le début de l'émission, quand il y avait la table ronde, donc le moment où ils exposent leurs problématiques, ça m'a intéressée parce que j'avais trouvé qu'elle avait une problématique qui était hyper forte. Alors attends, comme on est sur YouTube, comment on va faire? Mais elle était hyper réalisée. Mhm. Voilà, c'était une formule de politesse pour dire qu'elle a subi des agressions, voilà. Et, et en fait, j'ai trouvé ça quand même intéressant que ce soit montré à la télévision. J'ai trouvé intéressant parce que Lucie, que, à côté de ça, bon, j'ai beaucoup, beaucoup fustigé dans mes réacts, donc disons quelque chose de positif, il y a du bon dans chacun. J'ai trouvé intéressant parce que Lucie a amené aussi des chiffres qui ont éclairé un peu bah, oui, l'Assemblée sur à quel point les femmes étaient exposées à ça. Et ce qui était, par contre, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il n'y ait pas eu de trigger warning au début de l'épisode. C'est un sujet que je vais avoir avec la villa. C'est que on traite de ce sujet qui peut être évidemment triggering pour les téléspectateurs ou les téléspectatrices. Et je trouve ça assez étrange sur TF1 en after school qu'on ne mette aucune annonce préalable à l'épisode. Mais bref, j'avais trouvé intéressant son sujet et je m'étais demandé comment la problématique de Lisa Marie allait être adressée, dans le sens où clairement, pour moi, ça transcende le sujet de la love coach. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, il faut un accompagnement avec un ou une psychiatre parce qu'on est clairement sur, oui,
sur le spectre traumatique et on peut pas, enfin, le love coaching n'est pas une proposition suffisante et la personne qui accompagne Giovanni à choisir ses critères avec des petits rubans ne peut pas être la même personne qui accompagne une victime d'agression. Et donc j'avais de la curiosité et un petit peu de peur en amont de son coaching, surtout que son coaching est arrivé évidemment très tard dans la saison puisque c'était un des plus intéressants, donc on était en haleine par rapport à ça. Qu'entre-temps, j'avais vu Lucie faire casser des pots. Enfin, ils ont pété tous les vases de Lombok. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va lui faire faire? Qu'est-ce qu'elle va lui faire casser? Et est-ce qu'on va avoir aussi de la décence dans son coaching? Et je sais que tu en as parlé aussi. Je trouve que pour le coup, il y a eu de la décence. Il n'y a pas eu, comme tu as dit, du trauma porn, où son parcours traumatique n'a pas été surexposé plus que nécessaire. Euh, je suis partagée parce que j'ai trouvé que c'était intéressant l'approche de Lucie, alors que souvent les coachings, comme toi, je ne comprenais pas les métaphores. Je trouvais que parfois elles parlaient à leur place. Et là, en l'occurrence, je vois le point qui est de dire que les pansements en fait symbolisaient des zones du corps et qu'il y avait un peu une approche de thérapie somatique, c'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire de mental, c'est une histoire de système nerveux, une histoire de traumatisme dans le corps, etc. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une recherche. Après, j'ai trouvé que c'était, en fait, je sais pas comment expliquer, j'ai un sentiment partagé, mais par contre, c'est le coaching qui m'a le plus marqué de la saison de très loin, parce que je pense que j'avais une empathie plus forte vis-à-vis de Lisa Marie et une exigence plus forte vis-à-vis de Lucie. Moi, ce qui m'a dérangé dans ce coaching, par contre, c'est le côté un peu enfantin. Et en même temps, il fallait que ça soit encore une fois présentable sur TF1, mais c'est un peu le côté les petits pansements Bob l'éponge de couleur et vas-y, on met des traumas dessus. Et en même temps, peut-être que ça correspondait à Lisa Marie parce que j'ai pas l'impression qu'elle a été tant accompagnée, donc faut pas non plus la faire sauter tout de suite dans un accompagnement qui est trop grand par rapport à sa capacité à l'accueillir. Mais en fait, ce qui me dérangeait toujours dans les coachings, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est que dans chaque coaching, on n'avait pas à la fin Lucie qui leur disait, on l'a eu pour Océane, mais qui leur disait va voir un professionnel de santé ou faudrait poursuivre la démarche thérapeutique. Elle l'a dit à Océane en lui disant on va ouvrir une porte, mais on va pas pouvoir gravir un Everest en une demi-heure de coaching. Donc c'était assez lucide. Mais pour autant, tu vois, je trouve que sur la table ronde, avoir donné des chiffres sur le nombre de personnes victimes d'agressions, c'était hyper intéressant. Et je trouve que sur son coaching, c'est le loupé que j'ai pu avoir. C'est vraiment le début d'un parcours qui va prendre des mois et des années, malheureusement pour elle, et qui aurait dû, même pour les téléspectatrices, en fait, être plus sous-titré d'un point de vue faites-vous accompagner par des professionnels de la santé mentale, trouver des ressources. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, vu que tu as regardé beaucoup de saisons aussi de la villa. C'est toujours, je suis complètement d'accord avec toi, c'est toujours quelque chose que je déplore en fait, que Lucie ne nomme pas sa zone de compétence et ses zones d'incompétence. Parce que elle est love coach. Elle n'a pas de titre plus que ça, moins que ça. Elle est love coach. J'ai même vu en fait dans les descriptions des anciennes saisons, elle était coach en séduction. On disait à l'époque. Donc c'est Mm. si tu te dis qu'un coach en séduction, une coach en séduction vient aider quelqu'un à se remettre de traumatisme dans l'enfance, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et Mm. j'aimerais bien qu'elle dise, enfin, moi, je déplore, mais je pense que c'est un choix aussi, qu'elle redise, ça, moi, je peux m'en occuper, ça, je peux pas m'en occuper. Ça, c'est dans mon champ de compétences, ça, c'est pas dans mon champ de compétences. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'elle leur dit hors caméra, au moins pour que eux, ça leur serve? Je l'espère, mais il y a le problème du public, de l'audience, qui a pas ces Mm. infos-là. Et moi, ce qui m'embête avec les problématiques comme celle de Lisa Marie, c'est que c'est super qu'on en parle, mais là, elle vient avec une problématique qui est, si je cite, hein, sa problématique, c'était je sabote intentionnellement mes relations. Son coaching Mm. n'avait rien à voir avec sa problématique, en fait. Si sa problématique, c'est je souffre d'un traumatisme fort dans mon enfance, le coaching était adapté, mais du coup n'avait pas sa place dans l'émission La Villa des Cœurs Brisés. Enfin, en fait, il y a toujours ce truc quand même de quand tu essayes de raccrocher les wagons, il manque un truc à un moment. Soit qu'il soit verbalisé de nous dire, bon ben voilà, pour que on travaille sur tes relations, il faut d'abord soigner tes blessures précédentes et du coup, moi, je vais t'accompagner comme je peux, sachant que c'est pas quand même moi mon champ de compétences. Et même juste une info comme ça, un bandeau, quelque chose, ça me, je pourrais m'en convenir
parce que je sais que c'est une émission de télé-réalité, mais en fait, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Et je sais pas, enfin, ça me permet juste de faire aussi cette petite parenthèse de, je sais pas si tu as vu sur TikTok ou sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes ne regardent pas les coachings, en fait. Regardent la villa, mais zappent les coachings, soit parce qu'elles trouvent ça horrible à regarder, parce qu'elles se rendent compte que c'est difficile enfin, que c'est du n'importe quoi, que Lucie peut provoquer plus de souffrance que régler de soucis, soit tout simplement parce que eux, ils veulent juste une émission de télé-réalité de vie collective et les coachings, c'est pas, enfin, ils ont bien compris que c'était un peu un prétexte, mais bon, c'est pas le plus intéressant. J'ai vu que tu en parlais dans un de tes lives et en effet, je m'étais fait la même réflexion. Il y a des influenceurs télé-réalité que je suis depuis Secret, etc. Donc, ça m'intéressait d'avoir leurs observations. Il y a vraiment une fille que j'aime beaucoup. Je me demande si c'est pas Mackenzie, son pseudo. Mhm. Et en fait, Qui qui met est le filtre vraiment... déformant. oui, exactement, et qui disait allez on enquille là, on s'en fout des coachings, cassez vos vases et barrez-vous de là. Et en fait, je me suis dit mais c'est intéressant parce que moi je suis arrivée de prime abord sur la villa, je voulais les coachings et in fine les coachings, il y a toujours un petit vent de malaise sous les tropiques en ce qui me concerne. Donc je dirais toujours que ça m'intéressait et que c'est une séquence que j'attends, mais elle m'a tellement déçue cette séquence au fil de la saison que je comprends ce que le public est venu rechercher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, je crois que tu avais évoqué qu'il y avait potentiellement quelque chose de générationnel. Et je pense qu'en fait, c'est juste qu'il ne... c'est peut-être la Gen Z, j'ai l'impression, dans les profils de personnes qu'on en parlait sur TikTok, je pense qu'en fait, ils sont tellement pas bernés par la Oui, ils sont trop proposition de lucides. coaching. Ils sont trop lucides, du coup, ça les gêne. Je pense que, tu sais, ils aiment bien dire que la Gen Z, tout est gênant, tout est cringe, mais ils ont raison, en fait, ils protègent leur temps de, leur temps de télé, en fait. Et je pense qu'ils trouvent ça pas intéressant parce que c'est parfois sans queue ni tête. Il y a vraiment des coachings qui n'ont pas trop de sens. Celui de Patrick, franchement, il aurait besoin d'être coaché, un coaching avancé pour vraiment le recentrer, justement. Et on n'a rien compris. Et même, comme tu disais, au confessionnal, il a dit par politesse que ça lui avait été utile, mais voilà. Et pour Lisa Marie, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, sa problématique, moi, je l'ai enlevée de mon cerveau, la formulation, parce qu'en fait, elle est mal formulée. Et d'ailleurs, j'avais dans les idées qu'on avait eues avec mes auditoristes sur... ah pardon, non, je spoil la fin de l'épisode, mais il y avait en tout cas restez jusqu'à la fin, on vous donne, on vous donne nos idées pour une saison 11 plus pertinente et qui trouvera son audience. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a heurté au premier visionnage, en fait, avec mes yeux neufs, je me suis dit, mais comment ça, ils arrivent avec leurs problématiques établies? Moi, en Ouais. fait, ça m'aurait semblé évident que les 2 premières semaines de diffusion allaient être dédiées à ça et en fait, que la table ronde, ça allait être le premier voilà, réceptacle de leur parcours, de leur vécu, de leur, oui, de leurs difficultés, et qu'ils allaient travailler la création de la problématique avec Lucie, parce que littéralement, quand tu fais un coaching, mais n'importe quoi, que ce soit un coaching pro, coaching love, ce que tu veux, coaching de prise de parole en public, tu commences toujours par fixer tes objectifs et ta problématique. Et le fait qu'ils aient fixé la problématique sur un coin de table entre deux moritos avec la prod, bah en fait, ça fait que ça donne des trucs complètement, enfin, ça donne des problématiques très bancales. Et typiquement, Lisa Marie, elle ne sabote pas ses relations, c'est pas ça sa problématique. Le sabotage de ses relations, c'est littéralement un symptôme, mais c'est absolument pas la cause. La cause, c'est que son rapport même au corps et à l'intimité a été ravagé par par une agression en fait, et qu'elle peut pas être dans la dynamique amoureuse, ça peut pas être sain pour elle. Et évidemment que c'était ça la base, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup trop lourd à raconter et à porter pour la villa, et que je sais même pas en tant que téléspectatrice si je suis ok qu'elle nous donne ce niveau de confidence par rapport à son parcours, parce que j'ai de l'empathie moi pour vraiment pour les candidats et candidates, et que je veux qu'elle se protège aussi, que c'est too much. Mais oui, en fait c'est ça, c'est moi j'ai été sidérée, même tu sais sur les bandeaux quand ils sont en interview, on a leur nom et on a leur problématique dans une typo. On dirait que c'est fait exprès pour que ce soit illisible. C'est Vraiment, vrai. c'est en mode, il y a quand même des problématiques, hein. On est quand même là pour du coaching. Bon, vous n'arrivez pas à lire parce qu'on s'en fout, mais vous voyez quand même, il y avait un concept de base. Et moi, j'avoue que je suis terrifiée. Ouais, je J'avoue comprends. que problème, très problématique. On passe au top 1.
où on va Ouais, encore râler. Du coup, moi, mon oui. top 1 des moments marquants, je pense que c'était la rupture d'Emin et Maïsan. Globalement, hein, la relation entière d'Emin et Maïsan et leur présence dans cette émission a été extrêmement énergivore pour nous tous, je pense. Et leur rupture, en fait, pour moi, ça a été le point d'orgue de tout ce qui m'énerve dans la Villa des Cœurs Brisés, parce que ça n'était que ingérence. Ingérence de Lucie, qui vient donner son avis à des moments. Enfin, autant je trouve il y a certains points sur lesquels je voudrais plus la voir. Où je voudrais qu'elle soit plus là en posture de coach, comme elle l'était dans certaines saisons par le passé, où il pouvait la solliciter quand ça n'allait pas. Là, juste Océane l'a fait une fois, mais encore une fois, enfin, comme tu l'avais souvent dit, elle est juste venue donner son avis de manière extrêmement expéditive et autoritaire, et puis sans aucune discussion plus que ça. Et là, pour Émile et Maïsan, en fait, bon, c'était un couple déjà extrêmement problématique en lui-même, mais la manière dont elle les a accompagnés, ça a été encore plus problématique, et surtout au moment de leur rupture j'ai rien compris à ce qui s'est passé et en même temps j'ai l'impression qu'elle n'a que rajouté du chaos au chaos et donc ça m'a vraiment vraiment énervée, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé, enfin ça reste pour moi, ça reste vraiment un truc que j'ai pas encore digéré de cette saison. Et le fait que, d'ailleurs, il conclut presque la saison sur ça, avec le débrief où on revoit Emin qui fait un message à Maïsan pour dire, bon, bah voilà, c'est un peu compliqué. Quand je me suis vue, c'est vrai que j'ai vu que j'étais odieux avec toi, je m'en excuse quand même. Mais on sait pas trop quoi faire de ce message-là, surtout qu'à l'heure actuelle, il paraît qu'ils sont de nouveau en rapprochement. Donc on a l'impression d'un vrai bazar que finalement la villa n'a pas vraiment aidé à arranger, au contraire. Et ce moment de la rupture, là, où Maïsan veut partir et où on l'a fait revenir. Moi, je pensais qu'il restait qu'1 ou 2 semaines, mais en fait, non, il restait encore un mois. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait pas perdre Maïsan. Mais où, du coup, elle est pas bien et on la force à revenir avec son ex, dont elle est encore amoureuse et dont elle fait que se remettre, se défaire. Et Lucie qui lui dit, mais si tu reviens, c'est pas pour lui gâcher son aventure. Ça a été pour moi vraiment l'apogée de pourquoi ce programme me rend folle. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit c'est pas la place des couples, mais moi je suis pas forcément d'accord parce qu'une love coach, je trouve ça assez pertinent, au contraire qu'elle accompagne des couples. Après, encore une fois, on avait un souci sur la problématique. Il y a beaucoup de choses sur leur relation qui étaient problématiques qui n'ont pas été dites. Lucie, elle a très vite pris parti pour Émine, donc forcément c'était compliqué d'accompagner correctement ce couple. Et surtout, en fait, enfin, le fait que tout, même une rupture d'un couple qui s'est construit en dehors de la villa, passe par le regard de Lucie pour les spectateurs, j'ai trouvé ça vraiment indigeste, en fait, à la fois en tant que téléspectatrice et quand je me mets à la place d'Emine et Maïsan, je me dis, les pauvres, déjà, ils se sont fait souffrir pendant 3 ans et ils peuvent même pas. Est-ce que c'est même eux qui ont décidé de cette rupture? Enfin, je suis vraiment restée avec cette rupture comme, mais on en fait quoi finalement? Surtout que 2 jours après, finalement, ils se rapprochent. Donc je me suis dit, mais attends, est-ce qu'elle a été, c'était juste une dispute qu'on nous a présentée comme une rupture dans le montage ou est-ce que c'était vraiment une rupture? Enfin, ça m'a vraiment mais embrouillée. C'était très désagréable pour moi, vraiment. Juste même si j'occulte la partie analyse, en tant que téléspectatrice, de regarder ça, c'était désagréable. Et c'est vraiment, voilà, ça reste mon point marquant et mon traumatisme, je pense, de cette saison. Je trouve que c'était un effet épuisant à regarder. C'est-à-dire que dans mes épisodes, j'appelais ça le point infotrafic, vraiment Émile Maïsan. J'avais l'impression qu'on se traînait vraiment cette affaire comme un sac à patates. Vraiment, Ouais. je n'en pouvais plus. Et pour compléter aussi par rapport à ce que tu disais, mon top 1, il est assez proche. Là, pour le coup, c'est mon top 1, mais vraiment pas au sens positif, mais vraiment au sens du moment qui m'a rendue la plus folle pendant le visionnage, c'est l'affaire du bracelet rouge. Et donc le bracelet rouge de Maïsan, donc on est au feu des vérités. Euh, Lucie diffuse des images, on voit Maïsan être un peu pestouille avec les autres, effectivement être dans son ton de voix habituel, c'est-à-dire mi-humour, mi-eau de javel, vraiment un peu corrosif. Lucie, de là, lui dit, bah écoute, voilà, ta problématique n'annule pas les autres, et notamment n'annule pas les besoins et les problématiques des autres. Donc voilà, bracelet rouge parce qu'il faut que tu apprennes oui, à te comporter correctement en groupe, etc. Pour donner de la nuance, je vais mettre un disclaimer. Je trouve que sur le fond, Lucie n'a pas tort de vouloir, je dirais, garantir une certaine bienveillance en termes de communication au sein de la villa et que Maïsan, elle est tellement là pour faire ses séquences, mais c'est parce qu'elle est
pardonnez-moi, mais très talentueuse dans ce qu'elle fait. Elle est tellement là pour faire ses séquences que du coup, elle oublie parfois qu'elle parle à des vrais humains et que ses punchlines sont reçues par des vraies oreilles et que des fois, c'est trop. Ceci étant dit, pourquoi, dans toute l'aventure, la seule personne qui a eu un bracelet rouge d'un point de vue communication, c'était Maïsan. À côté de ça, tu as Marwa, elle a fait 3 séquences dans la saison. No offense, hein, encore une fois, ce sont des vrais humains, mais elle a fait 3 séquences dans la saison. À chaque fois, c'était pour être la peste originelle. On a Mélanie ORL à un moment qui a lancé une folie, mais vraiment un scud à Océane en parlant de sa sœur, etc. C'était la malveillance pro max. Ça, c'est peut-être l'interaction. Pourtant, j'avais trouvé l'évolution de Mélanie intéressante aussi, même si j'ai pas du tout aimé certaines semaines, mais voilà. Mais là, elle aurait dû me prendre son bracelet rouge, mais x10, parce qu'elle est venue littéralement appuyer sur la problématique d'Océane. Donc je trouve que à la rigueur, s'il y avait eu un seul bracelet rouge de communication qui aurait dû être adressé, ça aurait été pour Mélanie ORL. La différence, c'est que Lucie, pour moi, elle a un problème avec Maïsan. Depuis le début de la saison, il y a des extraits qui tournent d'une interview, c'était peut-être chez Sam Serra, je ne sais plus, mais où en gros, elle explique que c'est un personnage qu'elle aime pas trop, etc., pour les mêmes raisons de communication et d'humour un peu corrosif. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui se cachent derrière. Je pense que Lucie, déjà, elle a une posture, moi, qui m'a dérangée. Alors, en tout cas, dans la saison 10, je n'essentialise pas tout son travail, ni dans la villa, ni en tant que coach, évidemment. Ce que j'ai vu dans la saison 10, c'est pas une coach, c'est une espèce de mère envahissante et problématique. Je vais essayer, je pèse mes mots, mais en fait, moi, je n'ai pas trouvé de relation de coaching avec eux. Quelque chose que j'ai beaucoup analysé dans les différents reacts, c'est notamment le fait qu'elle soit dans une posture hyper infantilisante. Par exemple, si on en revient à Lisa Marie, au-delà des petits pansements Bob l'éponge sur son coaching, le fait qu'elle appelle toujours ma Lisa Marie, mon Gab, non mais détends-toi aussi. Voilà, tous les red flags masculins de l'espace, là, elle les appelle tous mon Émine, mon Gab. C'est pas tes doudous, en fait. Enfin, prends la posture là où tu dois être. Et ça m'a tellement dérangée. Elle les appelle ma chérie, etc. Mais c'est hyper inapproprié d'un point de vue posture de coach. Et tu en as beaucoup parlé dans tes derniers lives. Ça, elle devient, enfin, aussi tes viewers, elle devient en fait une candidate comme les autres. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en ne regardant assidûment que la saison 10. Et donc, pour moi, le bracelet rouge, c'est pas la coach qui parle à la coachée, c'est la clasheuse qui parle à une autre clasheuse. C'est les deux fortes têtes de la villa qui font leur séquence. Sauf que, clairement, Maësan, on sent qu'elle l'accueille extrêmement bizarrement. Et Maësan, ce soir-là, sur cette séquence-là, j'ai vu un autre visage. Ouais. J'ai vu des larmes qui sont pas des larmes normales à la télévision, qui sont pas des larmes habituelles de télé-réalité, qui sont des larmes d'une extrême vulnérabilité. J'ai senti qu'elle se sentait vraiment flouée, oubliée, incomprise. Mais d'ailleurs, Maïsan le disait au moment du débrief, elle a dit, moi, à ce moment-là, j'ai senti que tu validais Émine, en fait. Et je pense que c'est ce qui a été le plus douloureux pour elle, parce qu'on était clairement dans une relation où elle était quand même un peu sous l'emprise d'Émine. Et le fait que Lucie vienne la sanctionner, elle, au lieu de sanctionner Émine, bon, pour d'autres choses, mais ça a envoyé un message à Émine quand même de oui, effectivement, c'est Maïsan le problème de la relation. Absolument. Et en fait, tu sais, ça me fait penser au dernier épisode de Débrief, qui était censé, je pense, être vraiment un rebranding de Lucie après la diffusion la plus chaotique qu'elle ait connue. Et donc, évidemment, l'affaire du bracelet rouge a été réadressée. Moi, naïvement, je me dis, elle a peut-être pris du recul, elle a conscience, elle va s'excuser. Et in fine, si tu fais bien attention, elle s'excuse pas déjà, grand 1. Je sais que même toi, dans ton live, tu as demandé à tes viewers, attends, je sais plus si elle s'excuse ou pas. Je pense qu'on avait tous espoir d'avoir entendu ça, mais ça n'est jamais arrivé. Par contre, son excuse, c'était de dire, j'aurais dû en donner un aussi à Emine, qui lui, bah, du coup, comme tu le disais, il s'est senti validé dans sa toxicité, donc let's go, plein fer. Il lui sort 5 minutes après, non mais Maïsan, les larmes, c'est too much. Et là, Lucie fait les yeux, les gros yeux en mode ah non, Emile, non, 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 non. Mais en fait, c'est toi qui as créé ce climat problématique où le mec s'est senti légitime carrément d'annuler les larmes et la légitimité des larmes de Maïsan. Et surtout, c'est assez alarmant de se dire que Emile ne se rendait pas compte du fait que c'était des larmes vraiment
ouais, de souffrance extrême, alors qu'il est censé être en couple avec elle depuis 3 ans. Donc, il est censé connaître quand même sa partenaire et identifier quand on est sur des larmes de tournage et quand on est sur des larmes profondément sincères et de souffrance, quoi. Et en fait, ah bah oui, le seul problème, c'est que j'aurais dû donner un bracelet à Émile. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'elle explique pourquoi elle ne l'a pas fait. Tout en restant objective et sans, sans, cibler quelqu'un parce que par contre, là, j'analyse Lucie en tant que coach à la télévision, pas Lucie en tant que personne. J'ai trouvé ça stratosphérique et lunaire, que des gens, aillent la harceler, sur ses réseaux sociaux, aillent harceler sa famille. Là, on n'est pas du tout dans l'ADA, hein, c'est n'importe quoi. Mais, en tant que coach à la télé, je pense qu'elle n'a, et tu l'as très bien explicité, pas le même rapport vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes. Et je pense qu'elle a une espèce de tolérance vis-à-vis de la toxicité des hommes, là où elle a une exigence vis-à-vis de la toxicité des femmes. Parce que Maïssa Némine, c'est pas la bonne et le méchant. C'est plus compliqué. C'est une dynamique toxique. Une dynamique toxique, ça naît à deux. Ça, c'est ce qui aurait été justement intéressant à creuser. Après, je pense que ça aurait pas été une love coach qu'il aurait fallu, mais c'était une psy. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on met ça à la télé? Non, je pense pas. Mais en fait, je pense qu'elle a un rapport particulier aux femmes, qu'elle annule souvent ce que ressentent les femmes, mais parce que on la connaît pas, mais si on essaie d'aller pour elle, c'est qu'il y a un monde où elle a même, elle-même un vécu amoureux compliqué, peut-être, on n'en sait rien, et qu'en fait, elle s'est annulée pendant longtemps intérieurement en tant que femme plein de choses. Voilà, si on essaie d'avoir de l'empathie, on peut se dire qu'il y a pas juste de la méchanceté gratuite vis-à-vis des femmes et de la surapprobation des hommes. Je pense qu'il y a malheureusement, oui, des biais à l'intérieur d'elle-même qu'elle a peut-être pas complètement navigué et qui peuvent impacter sa pratique dans l'émission, sachant que le problème aussi, selon moi, c'est que comme ils reviennent tout le temps, c'est plus des coachés, c'est des collègues de travail avec lesquels elle fait des tournages. Et du coup, il y a un attachement parfois affectif qui a pas sa place ou un attachement d'inimitié. Et clairement, pour Maïsan, c'est le cas. Et pour juste terminer sur le top 1 par rapport à ça, moi, même la phrase qui a été prononcée par Lucie en toute fin de débrief vis-à-vis de Maïsan en lui disant, tu sais, j'ai toujours été plus exigeante avec toi parce que je te sens plus forte. Et ça, c'était censé être la happy end, la réconciliation des deux ops, des deux antagonistes, quoi. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper problématique parce qu'en fait, il y a, comme je disais dans mon dernier épisode de Chit-Chat, il y a des gens qui vont 10 ans en thérapie pour naviguer des parents qui ont dit alors peut-être alors par exemple à leur enfant aîné, toi t'es plus fort, c'est pour ça qu'on est plus dur avec toi. C'est toxique, c'est pas normal. Et justement, ça transcende, enfin ça dépasse aussi son rôle de coach qui n'est pas de juger de la personnalité, mais qui est là pour juger des problématiques. Donc moi, j'ai eu un vrai problème de toute façon avec le coaching de Lucie au global, alors que au début de la diffusion, les gens que je connais qui regardaient la villa me l'avaient vendue comme vraiment la pièce maîtresse de la villa. Moi, je pense qu'elle ne l'est plus complètement. Et justement, je pense qu'on peut faire une transition avec ce dont on voulait parler juste après, qui était ce qu'on imaginait sur la saison 11. Et alors moi, dans mes yeux de primo-regardante sur la villa saison 10, mon premier réflexe, c'est de dire qu'il faut changer la coach. Vu que je n'ai pas l'attachement que les personnes qui ont regardé plusieurs saisons ont vis-à-vis de Lucie, bah, je suis en mode, moi je pense que la prod se serait quand même évité bien des dramas si on avait une coach plus 2025 compatible et que limite elle aurait été plus satisfaisante pour nous les téléspectateurs et téléspectatrices parce qu'elle aurait remis par exemple des Giovanni, des Emine et compagnie dans le droit chemin. Donc moi, par exemple, de prime abord, je dirais sans Lucie. Mais du coup, je serais intéressée de ta perception à toi et de tes prédictions à toi dans ce contexte-là, vu que toi, tu as un beau bagage de visionnage. Ben, sans Lucie, oui. Après, tu sais peut-être que ça fait 2 ou 3 saisons qu'elle dit que c'est sa dernière et elle revient Mmh. toujours à la saison suivante. Moi, j'ai l'impression, en fait, si j'essaye de me refaire un peu les dernières saisons, donc moi j'ai regardé à partir de la saison 5, mais ça a quand même évolué entre-temps. Enfin, Lucie a évolué, les candidats, la société aussi. Et j'ai l'impression que Lucie a toujours été comme elle a été.
mais que le regard des gens évolue un peu. Je pense que les personnes qui regardent depuis longtemps laissent passer les choses qui les dérangent quand Lucie les dit, parce qu'il y a cet attachement à Lucie. Là où toi, peut-être, comme tu es venu avec un regard neuf, où tu n'avais pas cet attachement au personnage de Lucie, qui est, en plus, elle est vraiment encensée, valorisée. Enfin, on nous force à l'aimer, même si on l'aime pas, puisque dès qu'elle arrive, il y a cette musique hyper solennelle, ils l'adorent tous, ils disent tous, ah oui, Lucie, quel honneur de rencontrer Lucie, etc. Elle est vraiment mise sur un piédestal, mais depuis toujours, elle est problématique. Je me souviens, saison 5, elle avait fait un atelier avec certaines filles où elle les avait forcées à se démaquiller face à un miroir. Et j'avais trouvé ça extrêmement violent, en leur disant, mais vous êtes superficielle, ne vous cachez pas. Enfin, ça avait été un moment quand même déjà assez problématique, en fait. Et j'y ai repensé que récemment en me disant, c'était déjà, ça n'allait déjà pas, tu vois. Après, Lucie, on dit, les gens qui regardent depuis longtemps disent quand même qu'il y a du moins bien ces dernières saisons, notamment parce qu'elle était plus apte à recadrer des candidats problématiques par le passé. Là où maintenant, on a l'impression qu'elle est vraiment de plus en plus complaisante, de plus en plus, de moins en moins gênée en fait, hein, par les discours ou les personnes problématiques. Saison 5, elle avait viré quand même Bracelet Noir à Adé Laurent, ce qui était une bonne chose. Saison 6 à Dylan Thierry. Donc, tu vois, les profils problématiques, ils restaient un peu, mais quand même, au bout d'un moment, elle les renvoyait, quoi, parce qu'elle disait, je peux pas coacher des personnes qui viennent dans cette dynamique-là. Et là, ça fait 2 saisons que les mecs problématiques, ça devient, ben, c'est chouchou presque. Donc, c'est sûr que je pense que par rapport à ce que tu disais, ça devient ses collègues de tournage. Peut-être qu'elle commence à avoir une certaine empathie pour eux. Elle fait partie aussi de l'écosystème, donc c'est des collègues. C'est sûr qu'il faut faire sans Lucie. Et je pense que tout le monde, plus ou moins tout le monde, en est venu à ce constat-là. Après, niveau branding de la Villa des Cœurs Brisés, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que ce serait comme faire Secret Story sans la voix. Enfin, ils ont tenté d'ailleurs, mais Mm. enfin, c'est un sacré challenge. Il va falloir proposer vraiment quelque chose de neuf. Mais pour moi même, je me demande même si auprès des candidats, elle a toujours un peu cette aura. Je sais pas si à un moment, c'était un argument. Viens faire la Villa des Cœurs Brisés, tu pourras rencontrer Lucie. Je sais pas si aujourd'hui, parmi les candidats, les nouveaux candidats qui arrivent en télé-réalité, si elle a encore cette même réputation. Donc je pense qu'elle a quand même un peu perdu en crédibilité avec cette saison-là, c'est sûr. Enfin, avec tous les bad buzz qu'il y a eu, c'est sûr que il y aura un avant, un après, et franchement, je serais très très étonnée de la voir encore l'année prochaine. Même si, et du coup, je sais pas, moi, pour moi, la question c'est, va-t-il y avoir une saison 11 en 2026? Parce que pour moi, si je suis d'accord avec toi, il ne peut pas y avoir une saison 11 avec Lucie. Je pense que, tu sais, c'est marrant que tu parles de Secret Story parce que il y a eu une interruption de diffusion de 2017 à 2024 et il y a eu un total reboot sur Secret Story. Et en fait, moi qui suis vraiment une aficionados et j'avais aussi fait une saison de Chit Chat Story où j'avais analysé du coup la saison 13, la saison de cette année avec notamment Romy. Et j'aime beaucoup analyser les différences majeures qu'il peut y avoir avec les anciennes saisons que j'avais regardées aussi et parfois même re-regarder. Et c'est drôle parce qu'il y a des saisons à l'époque que j'avais adorées. Aujourd'hui, c'est indigeste à regarder. Je pense que tu aurais peut-être la même expérience avec certaines saisons. Je crois que tu m'avais dit que c'était la saison 5 qui t'avait embarqué sur les rails de la villa. Il y a un Complètement, ouais. monde où si tu regardes, je sais pas, tu penses que tu aurais la même perception de la saison 5 aujourd'hui? Je sais pas. Bah, en fait, déjà, je ne peux plus voir Vincent Queijo, donc la saison reposait beaucoup sur lui, donc je pense que ça serait compliqué. Je sais aussi qu'il y a des scènes qui m'avaient un peu embêtée, mais comme c'était la découverte, je laissais passer un peu facilement en me disant, bon, allez, c'est de la... Enfin, je pense que ça serait difficile à re-regarder pour moi. Il s'est passé des choses quand même en 5 6 ans dans la télé qu'on acceptait il y a 5 ans, qu'on accepte moins aujourd'hui. Et donc je sais que forcément, non, ça me ferait un peu hérisser le poil de revoir cette saison. Sur YouTube, ils remettent souvent des extraits TF1. Enfin, ils capitalisent pas mal sur leurs anciennes saisons. Et j'étais retombée sur 2 ou 3 extraits que je trouvais horribles. Et il y avait aussi déjà des trucs en interaction horribles qui se passaient que Lucie laissait totalement, enfin, que Lucie et la production laissaient totalement exister dans un programme qui se veut thérapeutique. Donc, Mm, je sais que le programme en lui-même, en fait, il est problématique depuis le début. mm. Et je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est l'évolution des problématiques, justement. Au début, on était sur des trucs bien plus légers. Et là, on vient sur des problématiques de plus en plus profondes quand même. Et d'un côté, c'est bien parce qu'on parle de certaines choses. D'un autre côté,
on en fait quoi de ces choses que viennent déposer ces candidats et candidates? Faut qu'on les réceptionne correctement parce que sinon c'est encore pire. En fait, c'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport aux problématiques parce que tu vois, j'avais pas forcément cette vision-là. J'avais pas forcément l'historique pour me rendre compte que les problématiques d'aujourd'hui sont plus intenses. Du coup, c'est intéressant aussi parce que, en fait, tu sens qu'à l'aide de leurs connaissances, ils essayent de réadapter le programme. Mais je crois que c'est comme tout dans la vie. Tu sais, c'est comme quand tu bosses et que tu n'as plus d'idées et que la meilleure chose à faire, c'est de prendre une pause. Oui. Mais je crois qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire. Et franchement, par exemple, on le voit sur la Starac, qui a un succès incroyable. Moi, j'adore la Starac nouvelle version plus que l'ancienne version, alors que j'ai grandi avec l'ancienne version. De même, Secret Story, je pense que la meilleure chose qui est arrivée à ce programme pour pouvoir renaître, c'est qu'il y ait une telle pause de 7 ans qui fait que finalement les codes ont été totalement réinventés et qui sont beaucoup plus partis sur un programme de jeu. Alors qu'avant, Secret Story, c'était les secrets, oui, mais les couples surtout. Et même Benjamin Castaldi avait dit qu'historiquement, quand il avait démarré la première saison, il pensait que les secrets n'allaient servir à rien, que c'était une excuse pour le premier prime et que ça allait passer aux oubliettes. Et en fait, plus les saisons ont passé, plus c'est devenu le cœur de la proposition en fait. Et je pense que la villa, faudrait que ça marque une petite pause et que ça revienne dans un reboot. Et si on prend le parallèle de Secret, qu'on reparte sur une proposition qui est plus orientée sur les problématiques, la progression des personnages. Et je pense aussi qu'une pause serait bénéfique pour que la prod ne reste pas dans sa facilité de caster des têtes d'affiche qui attirent une audience, mais je pense en plus que cette audience, elle s'étiole au fil de la saison. Je pense que vraiment, les gens ont lâché cette saison parce que oui, tu regardes parce que tu vois que moi, je suis venue pour les anciens Secrets, par exemple, Maxence et Daniel. Bon, autant vous dire qu'on les a pas vus. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est que les profils Secret Story n'arrivent pas à trouver leur place sur ces programmes et il y aurait beaucoup à dire par rapport à ça. Mais je pense que le casting oui, ne fonctionne plus. Le côté recyclage de personnalités de télé, en tout cas, ça peut être adapté à des formats comme là, ce qui commence en diffusion, la bataille de l'île maudite ou le cerveau. Mais je pense que pour la Villa des cœurs brisés, il faut vraiment que les gens ne viennent qu'une fois et il faut avoir que des profils à la Clarisse qui viennent avec une grande motivation par rapport à ça. Mais oui, je vois, moi, ma perception, c'est que je vois une pause de longue durée et on a un auditeur ou une auditrice en commun, toutes les deux, qui en avaient parlé du fait que sur Chitchat, on s'était dit que ça pourrait être marrant de faire la Love Academy avec plusieurs types de coachs qui viennent sur des sujets différents. Et en fait, c'est comme dans la vraie vie. Ton psychiatre n'est pas ne va pas t'accompagner de la même manière que ton psychologue ou ta psychologue de ville, que ton hypno, que tu vois, ou tous les praticiens autour de la santé mentale, etc. Et je sais pas ce que tu penses, toi, de cette idée-là. Ben, pour moi, c'est toujours assez touchy, en fait, la proposition de départ, déjà, de venir avec une problématique et d'essayer d'accompagner des gens sur leur santé mentale, c'est un peu délicat finalement, et c'était assez audacieux, et je pense que c'est pour ça que ça a bien marché aussi. Du coup, je pense qu'il faudrait revenir, et en l'attaquant, ben, comment et Cœur brisé Academy, dans Love Academy, Ouais. Mm, mm. il faudrait qu'il y ait un truc, pour moi, il faudrait qu'il y ait une grande place pour la dynamique de groupe. Ce qui a été tenté d'être un peu mis en place avec les coachings collectifs, mais à chaque fois, c'était nul, enfin, c'était inexistant, quoi. C'était juste pour faire une séquence, comme tu le dis bien. Et, qu'il y ait, pour moi aussi, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait beaucoup moins de monde, parce que là, ils étaient trop. Et tout ce qui est feu de la vérité, week-end tentation, week-end prétendant, soirée prétendant, tout ça, ça dégage, et qu'on se ressente vraiment, et qu'il y ait différents intervenants, pourquoi pas des masterclass, des témoignages, des échanges de groupe, comme tu dis souvent aussi, c'est dommage qu'ils se mettent pas en binôme de problématiques qui se ressemblent pour essayer d'avancer comme ça aussi, ben, des petites épreuves dans ce sens-là, pourquoi pas sur le thème du jeu, ça pourrait être
être bien aussi, ça collerait aussi aux attentes et à ce qui est à la mode. Et pas forcément des psychiatres et des psychologues, parce que je trouverais ça, ou alors qu'on sache qu'ils sont là, mais qu'on nous filme pas forcément les interventions, enfin, Oui. qu'on trouve un Ouais. truc, tu vois, ou alors c'est eux qui vont à la demande et c'est eux qui choisissent le sujet avec le, enfin, bon, c'est toujours comme ça, normalement chez le psy, c'est toi qui viens avec ton sujet, mais qui soient plus maîtres aussi de leur parcours, qui est un peu un truc aussi de et c'est pas forcément une compétition parce que c'est pas du tout l'idée du truc thérapeutique, mais il faut que enfin, tu peux reprendre l'idée des bracelets, mais il y a 5 couleurs, il faut vraiment débloquer des stades et faire preuve de motivation et dépasser des trucs. Et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant, mais qu'il faut que ça soit bien réfléchi. Et pour ça, ils sont obligés d'arrêter. Et pour moi, un autre prérequis serait de ne plus prendre des candidats qui ont déjà fait de la télé auparavant. Je pense que dans un truc où tu viens pour quelque chose de réel, enfin qui touche ta vraie vie, tu peux pas prendre des personnes qui sont déjà professionnelles de la télé-réalité. Parce que ça me semble incompatible en fait. Parce qu'il y en a qui, le système est fait comme ça, il y en a qui vont venir parce qu'ils ont des factures à payer, il y en a qui vont venir parce que c'est leur profession, parce qu'ils ont besoin de visibilité. Et ils vont en avoir un peu rien à faire de rencontrer quelqu'un, d'haïter quelqu'un. Enfin, finalement, ils vont le faire parce qu'il faut le faire, parce que leur agent leur a dit, allez, c'est le moment, si tu fais ça, ensuite tu pourras faire l'autre que tu voulais faire. Et du coup, ça marche pas avec une démarche d'amour et de rencontre. Enfin, globalement, c'est un constat que je fais pour tous les dating shows. Tu peux pas faire un dating show avec des personnes qui sont des professionnels de la télé-réalité. Parce que c'est hyper bizarre. Enfin, si tu réfléchis le truc, forcément, ça va créer que des situations un peu forcées et déséquilibrées. Donc, faudrait qu'il y ait plusieurs professionnels. Faudrait qu'il y ait un plus petit groupe et faudrait que ça soit des anonymes. Et qu'il y ait une pause. Parce qu'il faut aussi que nous, on ait le temps d'oublier tout ce qui s'est passé là pour qu'on se dise c'est une bonne idée. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une curiosité par rapport à ça, et on a eu la délicatesse de ne jamais s'en parler pour garder l'échange pur pour aujourd'hui là. Mais moi, je fais partie du peuple qui n'a pas regardé la saison 8, qui est un objet très particulier, puisque vraisemblablement, c'était des anonymes. Du coup, moi, j'ai des auditoristes côté chit-chat qui m'ont dit c'était la meilleure saison et tout. D'autres qui ont le même niveau de curiosité que moi, qui vont entendre du coup ton débrief. Par contre, je suis allée fouiner sur Wikipédia et c'est la plus mauvaise saison en termes d'audience. C'était une Et donc, cata. ça avait l'air d'être une cata. Et alors, c'est logique que de saison en saison, avec la consommation du replay, le calcul de l'audience télé baisse. Mais même dans les audiences cumulées, donc télé plus replay, qui là, normalement, doivent rester ISO d'année en année. Mais en fait, là, c'était quand même une cata. Et la saison 9 et la saison 10 ont fait mieux que la saison 8. Comment t'expliques ça? Je ne sais pas. Pour moi, en fait, je l'ai regardé pas du début à la fin, mais quasiment, parce que j'étais un peu lassée de la villa et j'avais trouvé ça super. Euh, je pense, pour moi, c'était une super idée. Enfin, ils voyaient que les audiences baissaient un petit peu année après année. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse un truc. Allez, on le tente qu'avec des anonymes. Et pour moi, enfin, vraiment, ils ont eu l'idée du siècle qui n'a pas été récompensée. Pourquoi? Franchement, je ne saurais pas dire parce que si on regarde sur le papier, le casting était super parce qu'il était super représentatif. Déjà, c'était pas que des couples hétéros, c'était pas que des personnes blanches. Il y avait aussi un peu une plus grande variété quand même de personnes racisées, une plus grande variété tout court en fait dans les profils. Il y avait une grande représentativité des personnes LGBTQIA+, ce qui est assez rare. Déjà que quand il y en a un, il faut faire une croix sur le calendrier, mais là il y en avait plusieurs et qui du coup nous montraient différentes manières aussi de vivre la non-hétérosexualité. Donc je trouvais ça vraiment intéressant et ils en parlaient et ils étaient à l'aise avec ça. Enfin, et c'était vraiment j'avais trouvé ça extrêmement rafraîchissant. Après, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux des retours qu'il y avait eu à l'époque. Les gens disaient oui, mais c'est quand même des profils télé-réalité. C'est pas des vrais anonymes. C'est des jeunes qui ont compris comment ça fonctionnait. C'est des jeunes qui ont envie de percer sur les réseaux sociaux ensuite. Ça se voit qu'ils sont là quand même dans une démarche un peu professionnelle. Mais je pense pas que ça soit la seule explication parce que dans ce cas-là, pourquoi ça marche avec les autres? Je pense que les gens, en fait, dans ce programme-là, attendent, contrairement à ce que je dis et à ce que moi je voudrais voir, je pense que la majorité des personnes veut voir des anciens. Et c'est pour ça qu'ensuite, à la saison 9, qui a très bien marché, mais qui a été extrêmement problématique, ils ont repris des vieux.
ils ont ressorti une Juliette Marceau, ils ont ressorti un Benoît Dubois, qui pourtant, lui, n'en avait mais rien à carrer des coachings. Franchement, lui, il était vraiment juste là pour avoir son chèque et faire ses punchlines. Mais les gens ont adoré. Et là, ils ont refait ça cette année en nous ressortant Daniel, etc. Et les audiences, malgré les scandales, les audiences sont bien meilleures que cette saison 8, que moi j'avais aimé aussi en termes de problématiques. On avait des problématiques un peu plus actuelles et légères aussi, parce qu'on avait par exemple Je ghost toutes mes relations ou les réseaux sociaux influencent ma vie amoureuse, enfin des trucs un peu plus. Enfin, je trouvais ça presque plus proche du quotidien. Je pense que c'est une saison qui a ciblé les très jeunes, mais que c'est pas la principale audience de la villa finalement. C'est aussi un petit peu les nostalgiques qui ont envie de revoir leur candidat préféré passer dans une autre émission et les personnes qui veulent juste enfin suivre aussi des clashs et des comment ça va évoluer entre eux. Et quand tu pars avec un panel de candidats nouveaux et neufs, enfin il n'y a pas d'antécédents, donc c'est plus difficile. Mais pour moi, je comprends pas pourquoi il y a eu une telle chute. J'ai essayé de voir ce qui était diffusé en parallèle, tu vois, sur W9 pour voir s'il y avait eu un truc comme ça. Franchement, je sais pas. Il me semble que c'était en même temps que Love Island, qui avait été un très grand succès. Que du coup, ça avait un Ah, peu accaparé une part de marché concurrentielle, si on peut dire ça. Et, mais sinon, franchement, je sais pas, moi j'aurais aimé voir que des saisons comme ça, mais je vois bien que quand ils ont ressorti les Vincent Queijo, les Benoît et les Juliette, les gens étaient au rendez-vous. Donc je comprends aussi, tu vois, eux, ils sont là pour la thune, donc ils vont faire, ils prennent les décisions en conséquence, quoi. Mais je sais pas si, bah d'ailleurs, vous qui écoutez l'épisode, si jamais vous avez des indices sur pourquoi cette saison a tant capoté, j'ai l'impression que Lucie était peut-être un peu moins dedans aussi. J'ai des souvenirs assez tièdes de sa participation dans cette saison-là. C'est après celle-là d'ailleurs qu'elle a dit qu'elle arrêtait. Donc c'est une de mes pistes, mais ça reste pour moi un mystère aussi. c'est intéressant. Mes auditoristes, forcément, vu que c'est des sujets que j'aborde beaucoup dans la représentativité et tout du casting, les personnes qui ont adoré la saison 8 ont vraiment commencé leur explication de la même manière que toi, en disant, pour une fois, c'était pas hétérocentré, pour une fois, il y avait une plus grande représentation des personnes racisées, etc. Donc pourquoi, enfin, tu vois, c'est tout ce qu'on exige, je trouve, des prods de télé-réalité, donc pourquoi ça ne matche pas? Et même quand tu as dit, tu vois, qu'ils avaient les codes de télé-réalité, moi, j'avais pas forcément cette conscience-là. Et en t'écoutant, je me suis dit, bah, justement, c'est parfait. C'est des anonymes, mais qui ont les codes, donc qui vont quand même créer du spicy. Du coup, c'est vraiment étrange. Peut-être Love Island. Et peut-être aussi qu'il y a un entre-deux qui est pas clair. C'est que, tu vois, là, j'ai regardé ce midi, juste avant qu'on enregistre, le tout premier épisode de La Bataille, l'île maudite, donc qui est une nouvelle version de La Bataille des couples, qui était un spin-off de La Villa des cœurs brisés. Et voilà, rien qu'en l'expliquant, on se rend compte que, en fait, c'est un peu toujours la même émission, mais Mm. ils mettent des filtres dessus, une version Moundir, une version Villa en couple, une version Villa Célib. Mais je pense aussi que TF1, à part Secret Story, ils n'arrivent pas à créer de l'identité peut-être dans leurs émissions. La Villa, on avait sans doute au début, mais qu'on regarde un peu toujours la même chose. Franchement, les gens qui regardent La Villa de loin, tu sais, en vidant leur lave-vaisselle en même temps, je suis même pas sûre, vu qu'il y a la moitié du casting qui était dans La Villa ou sinon dans Secret qui vient dans la bataille, je suis même pas sûre que les gens captent que c'est plus la même émission. En fait, ils se disent juste, bah tiens, Lucie, elle leur fait une épreuve au milieu d'un bins, là, dis donc, ils ont même plus de lit, tiens. Et en fait, c'est ça le problème. Et du Oui, coup, je complètement. pense que ça explique, tu vois, pourquoi on se disait que la Gen Z, ils étaient en mode avance rapide sur les coachings, l'ère du cringe, j'en peux plus. Et en fait, c'est pas une émission de coaching et c'est juste une Xème émission des aventures de Maïsan, Giovanni, Gab et des récents sortants de Secret. Et du coup, tant qu'ils assument pas soit l'un, soit l'autre, et notamment tant qu'ils vont pas vraiment plein faire sur le coaching, je pense qu'ils y arriveront pas. Et C'est mon ça, point de vue. ça me fait une petite transition sur le point qu'on voulait faire aussi sur la place de la villa dans le paysage des dating shows français. Justement, en fait, à une époque, TFX ou avant NT1, enfin, ce groupe-là, avait plusieurs émissions de dating. Ils avaient, enfin, dating vie collective, tu vois, il y avait 10 couples parfaits. Il y avait Mhm. la villa des cœurs brisés, il y avait la bataille des couples, où c'était quand même quand tu étais un jeune couple,
t'allais dans cette émission-là, à la fois tu te testais en couple et à la fois, je crois que celui qui gagnait l'épreuve de la semaine avait un coaching avec Lucie. Enfin, il y avait un truc quand même un peu. C'était pas dating du coup, mais c'était une émission autour de l'amour et du couple. Et ils ont testé aussi récemment Time to Love. Et ça, ils en ont fait une seule saison. Moi, j'avais bien aimé, mais j'aime souvent les flops, donc malheureusement, ça ne continue pas. Ils avaient testé un truc TF1 aussi, j'avais adoré, ça s'appelait Mon père, ta mère, l'amour et moi, où c'était des jeunes qui étaient planqués et qui conseillaient leurs parents qui étaient en train de se dater entre eux, extrêmement cringe, hein, franchement, faut le dire pour le coup. Ça avait pas vraiment trouvé son public, mais j'avais trouvé ça hyper innovant, j'avais trouvé ça assez chouette aussi. Mais du coup, franchement, TF1, ils savent pas quoi faire en termes de dating show. Là où M6, les concurrents, ils sont rodés. Ils ont Mario au Mm. premier regard qui roule depuis 10 ans. Ils ont L'amour est dans le pré qui roule depuis 20 ans. De temps en temps, ils testent des trucs, ça flop. C'est pas grave parce qu'ils ont leurs deux piliers, donc ça marche. TF1, ils ne savent pas quoi faire en termes de dating show. Pour moi, il faudrait qu'ils arrêtent pour le moment, quoi. Ils sont meilleurs en jeu, en talent show, qui continuent là-dessus et le reste, qui laissent parce que, en plus, les dating shows fonctionnent de moins en moins bien quand même. Aujourd'hui, enfin, autant ça a été la mode à une époque, autant aujourd'hui, ça va être plus des concepts quand même qui vont être recherchés. Et la villa, c'est quand même pas un concept assez fort pour que ça fonctionne. Bah, si justement on fait le parallèle avec le groupe M6, en fait, L'amour est dans le pré et Mario au premier regard, effectivement, c'est des marques hyper installées. T'as encore, enfin, c'est une des dernières émissions de télé avec, mettons, Secret et la Star Academy où les gens se font des watch parties. Donc tu Ouais. vois qu'il y a un engagement de l'audience qui est hyper intense. Mais en fait, pour moi, je pense que c'est pas exactement le même public Oui, qui est complètement. visé. Tu vois, moi, je vois plein Oui, de gens oui. autour de moi qui regardent ça, tu leur fais pas regarder la Villa des Cœurs Brisés, hein. C'est pas possible. Non, non, c'est Et, vrai. euh, et je pense que le groupe M6, tu vois, ils ont pris un twist qui est intéressant. Et je pense que le groupe TF1, ils essaient de les suivre un peu derrière, mais ils galèrent un peu. Ouais, ils C'est que arrivent le pas à groupe avoir leur M6, stratégie. non, ils n'arrivent pas. Alors que M6 et W9, ils ont dit on va partir sur du jeu. T'en parles hyper bien dans tes épisodes, mais le fait que c'est un petit peu la fin des émissions, je trouvais trop bien ta formulation, des émissions de vie collective, donc type les Marseillais, qui finalement en fait sont assez proches des émissions de dating. En fait, ça ne fonctionne plus, faut qu'il y ait un jeu. Et si tu regardes là, M6, ils ont enchaîné les 50. Ils ont bien attendu d'ailleurs que Secret s'arrête. Donc je pense qu'ils se sont dit on va récupérer du monde de Secret qui va pas aller sur la villa parce que la villa et les 50 ont commencé le même jour. Et ça, c'est intéressant de voir comment l'audience s'est déportée, même si c'était pas diffusé à la même heure en télé, mais sur le replay, fort à parier que les gens ne vont regarder qu'un des deux formats. Et là, ils sont partis sur The Cerveau qui commence pile. C'est fou le Ouais, montage, ouais. mais à la fin de la Villa des Cœurs Brisés et qui commence en même temps que la bataille de l'île Maudite. Là. Et pour le coup, même The Power, ça, j'ai trop hâte cette année. Je vais le regarder et le commenter dans le chat. Je pense que c'est un format très, très bon. Honnêtement, du groupe M6, c'est peut-être un de leurs meilleurs formats. Et je pense que le public est désabusé en fait des dating shows en vie collective avec des Complètement. gens qui viennent déjà de la télé, tu vois. Alors que on a L'amour est dans le pré, comme tu disais. On a Mario Premier Regard. Et nous deux, on a commenté aussi Love is Love is Blind. blind. Et justement, t'en penses quoi du comparatif? Ça t'a fait quoi de réagir aux deux en parallèle, de réagir en même temps à Love is Blind et à la villa? Ben, en fait, ça n'a fait que conforter ma position et je pense que ça a nourri aussi ma réflexion sur pourquoi la villa, c'est daté en fait maintenant. Enfin, c'est un peu presque anachronique avec ce qui existe en parallèle. À la fois, c'est aussi un des derniers dating shows, même si ça en est pas un. Pour moi, c'est juste une émission de vie collective sous couvert de dating show et ça, beaucoup l'ont compris. Ceux qui restent, en fait, l'ont compris et c'est pour ça que les gens qui aiment vraiment les dating shows ne s'y retrouvent absolument pas. Euh, Attends, j'ai commencé ma phrase, je sais plus où je veux aller. Mais bref, Love is Blind, ça vient encore une fois avec une proposition super forte, un format qui a déjà tourné dans beaucoup d'autres pays, donc on sait que ça va fonctionner, un casting
entièrement assumée à la Netflix, donc où vraiment ils mettent la diversité, au moins la diversité ethnique en avant, où on a beaucoup de personnes françaises qui ont leurs parents qui ont, enfin souvent oui, c'est des immigrés de première génération, si je peux le formuler comme ça, mais qui du coup viennent raconter une histoire très intéressante et que dans laquelle beaucoup de personnes ne se sont jamais retrouvées dans la télé-réalité avant et qui est vraiment nécessaire. Là où tu arrives dans la Villa des Cœurs Brisés, il raconte pas grand-chose, quoi, parce que même quand tu as un truc qui pourrait être intéressant, ça, je me l'étais dit. Tu vois, Emine et Maïsan, on a un couple où les deux sont maghrébins, où les deux sont, en tout cas, Emine, on sait que sa famille est assez musulmane. Ça a été un sujet dans leur couple. Pourquoi ils n'en ont jamais parlé? Parce que ça, pour le coup, ça aurait pu être intéressant, par exemple. Mais c'est pas du tout la proposition. Et donc, là où ça va être beaucoup plus assumé, où ils vont parler de religion, ça a même été un sujet dans Love is Blind. J'aurais aimé qu'ils en parlent encore plus, enfin qu'ils montent encore plus les passages où il en était question, mais bon, ils ont préféré mettre en avant d'autres choses, c'est aussi les choix de montage. Pour moi, c'est bien parce que ça fait un peu avancer les choses, même si on se retrouve avec beaucoup de mécaniques qui sont similaires, donc bon, il y a quand même encore du travail. Mais en tant que téléspectateur et téléspectatrice, c'est 1000 fois plus intéressant à suivre, en fait, tout simplement. Et pour moi, on en revient du coup sur notre point que la villa, il faut qu'ils s'arrêtent, il faut qu'ils se posent les bonnes questions, il faut qu'ils définissent leur stratégie, il faut qu'ils aillent se former, je sais pas, vraiment qu'il y ait un renouveau, qui change la directrice artistique, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais il y a un truc à repenser. Et en même temps, tu vois, les audiences, elles sont pas si dégueu que ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont se casser la tête à repenser tout ça alors qu'il y a encore du monde qui regarde et qu'ils vont encore avoir leur publicité et que la télé-réalité, c'est un des formats les moins coûteux à produire pour les émissions, pour les chaînes de télé, pardon. Donc, pourquoi prendre du temps, réfléchir, refaire, mobiliser des gens, mobiliser des consultants, etc., pour changer leur stratégie, là où actuellement, à mon avis, ils sont gagnants, tu vois. Donc bon, bref, je m'entremêle un petit peu les pinceaux là, mais globalement, Love is Blind, pour moi, ça... J'avais aussi des choses à redire dans l'émission, mais ça montre encore une fois que les dating shows évoluent. Le public était au rendez-vous de Love is Blind France, bien plus que pour la Villa des Cœurs Brisés quand même. Il y a des conclusions à tirer. Ouais, je pense que clairement, et Love is Blind, tu vois à quel point ça atteint un public hyper large. Oui, Et donc tu te dis qu'il y a une audience quand même à aller chercher. Je suis complètement oui. d'accord avec toi sur le fait que la villa, c'est un bon business model parce que c'est tellement rodé que voilà, c'est gérable. Ils auront toujours des gens dans le casting prêts à venir se faire coacher par Lucie, etc. Mais je pense que si vous voulez faire un gros coup, en fait, c'est s'ils s'imaginent faire un gros coup qu'il faudrait repenser le dating show et Love is Blind. Il y a plein de choses qu'on a critiquées et à critiquer clairement. Mais c'est vrai qu'en termes de représentation dans le casting, des sujets abordés aussi. Il y a même un moment où il parle de politique aussi. Après, Oui, forcément, c'est une boîte de prod américaine, donc c'est très lié à ce que tu vois en télé-réalité américaine versus française. Mais enfin, bien qu'il y ait des choses à améliorer, vraiment, je trouve que c'est c'est ça. En actuel. fait, ouais, et ça a donné une impression que la villa, tu m'aurais dit, c'était des épisodes tournés en 2018, je t'aurais dit, Mhm. ah, c'est pour ça. Et là, de me dire que ça a été tourné même, en fait, chronologiquement, la Love is Blind s'était tourné il y a presque un an, Oui, c'est vrai. donc automne 2024. Là où la villa, c'était printemps 2025. C'est vraiment deux. Tu sais, c'est comme quand il y a des TikTok là sur les phénomènes historiques qui se croisent entre les pyramides et les premiers poéticiens étaient en mode hein, c'est la même chose. T'as vraiment l'impression qu'il y a deux histoires qui se croisent et c'est trop vieillissant. Je pense que le business model marchait bien, mais là, je pense que l'image est quand même très entachée. Oui, Le fait qu'une marque soit entachée à ce point-là, c'est quand même un problème. Donc, il va falloir qu'il se réinvente d'une manière ou d'une autre quand même. complètement. Sarah, je te propose qu'on puisse conclure et que chacune dise où est-ce qu'on peut la retrouver en ce moment, comme sur autre, enfin, un, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle commente comme émission en ce moment? Donc, toi, est-ce que finalement tu vas faire la bataille? Alors,
Je suis encore en indécision, donc Ok. suivez Chit Chat. Donc actuellement, je suis en react de la Star Academy 2025. C'est la saison 4 de Chit Chat, donc Chit Chat Academy. Mais je réfléchis à faire des épisodes hors série sur la bataille de l'île maudite et en parallèle sur le programme d'M6, The Cerveau. Donc là, en fait, je vais les mettre en compétition et peut-être que je vais commenter les deux en parallèle et faire un peu une analyse comparée pour qu'on bah oui, pour rester dans la même observation de ce dont on a parlé aujourd'hui, à savoir comment le groupe TF1 versus le groupe M6 arrive à se réinventer, les différences du casting, les différences de mécanique. Je pense qu'il va y avoir beaucoup à dire et les prochains dating shows aussi. Tu m'as donné envie de regarder Marie au premier regard avec des vidéos, donc je pense que dans quelques mois, je vais partir là-dessus aussi. Eh ben, Et j'ai toi, du hâte coup? de t'entendre. Moi, là, je me concentre sur La fin de l'amour et dans le pré, qui est aussi un sacré morceau. Et ensuite, je ferai des petits épisodes bilan au mois de décembre pour voir ce que m'a appris cette année en termes de dating show sur des questions comme la représentativité. Je vais faire un épisode aussi sur la concurrence féminine, qui est encore un sujet très très présent, notamment dans Love is Blind. Et puis en 2026, je crois que je vais recommencer l'année avec les portraits de l'amour et dans le pré, puisque ça recommence directement. Et ensuite, moi, je suis en train de me chauffer pour faire l'île de la tentation. Ah, gros sujet. Je, Ouais, je peux le faire aussi, mais je sens que je vais attraper un vent de cringe sous les tropiques encore une fois. c'est ce qui me fait peur aussi. Donc, je suis encore en réflexion. Tu vois, je vais pas me lancer dans un truc qui finalement va m'user comme l'a fait la villa. Mais ce qui est dur avec la villa, je trouve aussi, c'est 5 épisodes par semaine. Enfin bon, toi, tu fais Exactement. aussi la Starac, du coup, tu as 7 épisodes par semaine plus un prime, Ah, donc ah ça ouais, doit être un train de vie quand même. surmenage. Ouais. Compliqué. Mais Compliqué. je vous invite vraiment à aller écouter ces épisodes si vous suivez la Star Academy parce que c'est vraiment hyper complet et ça accompagne très bien le visionnage. En tout cas, moi, j'ai du mal à me mettre dans la saison cette année et tes épisodes me mettent à la page un peu et me permettent de m'impliquer un peu parce que c'est dur là, il y a du monde, ça part dans tous les sens et donc j'ai besoin d'être un peu prise par la main comme tu le fais bien. Bah écoute, franchement, trop contente et je te renvoie la balle. J'envoie tous mes auditoristes à aller écouter tes reacts à Love is Blind et à La Villa des Cœurs Brisés, puisque c'est deux émissions qu'on a commentées toutes les deux. Et je trouve qu'il y a des analyses complémentaires aux miennes qui sont hyper intéressantes. Tu m'as vraiment donné vraiment un nouvel axe sur pas mal de sujets et le recul que tu as du fait d'avoir visionné les saisons précédentes, ça m'a beaucoup intéressé de voir ton ressenti par rapport à Lucie, à la prod, le fait que tu aies l'historique sur les candidats et tout, aussi, je trouve que ça donne un autre regard. Donc, go aller suivre tes vidéos YouTube. Toi, tu es plutôt sur YouTube Oui. et notamment tes lives. Bah Sarah, je te remercie encore d'avoir accepté cet épisode, qu'on pourrait continuer encore 2 heures, je pense, si, si on voulait tout débriefer de la Villa des Cœurs Brisés. Mais bon, à un moment, il faut s'arrêter. Vraiment, merci. Et puis, à très bientôt, peut-être dans un autre format, ou en tout cas, je sais que moi, je serai très fréquemment sur ta page en train d'écouter tes épisodes. Avec plaisir pour un prochain format d'une nouvelle émission de dating qui va nous user. Merci Juliette. À bientôt! À bientôt, bye bye.